Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous allons devoir revenir sur la séance de sell-off de Wall Street hier. C'est la fin, pas la fin, etc. On va voir. Donc on est sur des zones techniques qui vont être assez intéressantes pour ma part, puisque donc on va commencer à se diriger sur les expirations mensuelles de produits de volatilité. Ça a été fait hier, et les autres produits dérivés expirent entre aujourd'hui et demain. Ce qui est assez important et intéressant à retenir là-dedans, c'est que donc par rapport à la situation technique, effectivement, la contagion s'est même mise en place. Hier, on avait les retailers américains, Walmart, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, je l'avais en tête, mais je ne l'ai plus. Bon, bref, se font des montax complets en after close derrière, donc c'est pas très sexy, franchement, on ne va pas se mentir. La contagion ne touche pas que les secteurs technologiques, et ça price de plus en plus la chose dont on a parlé à maintes et maintes reprises l'année dernière, the stagflation. Donc la stagflation, c'est pas sexy, mais c'est surtout de comprendre que les positionnements défensifs et récessionnaires ne sont pas bons non plus, et c'est ce qu'on est en train de voir dans les marchés. La contagion est complète. On a commencé par les secteurs technologiques, ce qui m'invite à penser que les secteurs technologiques sont ceux qui vont rebondir en premier derrière, parce que je vous rappelle, la stagflation, c'est un environnement de croissance, pas récessionnaire. Mais dont la participation est très 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 morcelée. Autrement dit, il y a quelques valeurs qui font beaucoup de profit et beaucoup de valeurs qui en font très peu, voire carrément sont en dépôt de bilan. Enfin bref, c'est un environnement économique de merde, puisque donc il faut raisonner local et pas raisonner global. Il faut essayer d'aller chercher la croissance là où elle est. Le refuge simple de dire j'achète des valeurs défensives et tout ira bien, non, parce que ça n'a rien à voir avec une récession. Cela dit, on a des niveaux d'inflation très élevés derrière qui continuent de pousser, pas dû à une forte demande, mais le problème c'est encore une fois dû à une forte inflation de la masse monétaire sur les années précédentes. Comme je vous dis par exemple sur les cryptos, que l'inflation de l'année N-1, elle va avoir des effets collatéraux sur l'année suivante, etc. C'est pas un truc qui se met en temps réel. Voilà. La masse monétaire, ça réagit à travers le temps. Le supply. Voilà. Donc on a explosé le supply de dollars en circulation. Il ne faut pas croire que l'inflation elle va s'arrêter juste avec la hausse de taux. C'est faux et c'est encore une fois des arguments assez fallacieux. Bref, ceci dit, sortons de ces considérations, regardons des graphiques. Donc sur la partie tech, le principal problème, encore une fois, quand on regarde le Nasdaq, c'est qu'il y a 30% du Nasdaq dans 3 valeurs. Et encore, je pense que c'est même pire que ça, je n'ai pas regardé les pondérations. Donc voilà, le problème c'est que comme ces 3 valeurs-là, elles commencent à chavirer, et principalement hier, Apple se mange -5, etc. Donc clairement, en fait, le Nasdaq, il mange principalement à cause des grosses valeurs. Il y a beaucoup de composants du Nasdaq qui n'ont pas fait de nouveau plus bas hier. Donc il faut faire attention à ça. Effectivement, une grosse partie du Nasdaq s'est fait arracher la gueule déjà depuis des mois. Et ils sont très largement plus loin que les moins 30% qu'affiche le Nasdaq. Donc il faut retenir ce qu'on avait dit déjà dans les autres briefs. À moins 30, c'est le moment où la psychologie arrive. C'est-à-dire que ici, si on n'a pas de rebond, c'est l'installation de la psychologie stupide de ah nana, le bear market, etc., etc. Alors non, encore une fois, il n'y a pas de bear market aux États-Unis pour l'instant, on en est très loin. Mais par contre, voilà, je dis, le principal problème, c'est que les gens maintenant price une récession et à mon avis, ça n'est pas le bon dada. Donc la prochaine erreur qui va être commise, enfin qui devrait être visible à travers les prix, enfin la décision de prix qui devrait marquer cette erreur, en tout cas ce que moi j'espère, c'est donc un rebond de certaines valeurs technologiques qui vont freiner la baisse du Nasdaq, mais un Nasdaq qui reste quand même sous forte pression à cause des gros composants. Donc la question c'est, est-ce que dans un environnement stagflationniste, les gens achètent des iPhones ? Non, je pense pas justement. Stagflation égale haute inflation, le marché de l'emploi va perdre de sa superbe, on va avoir des licenciements, etc. Donc les conditions économiques vont se réduire clairement, l'inflation va manger tout le monde et surtout manger toutes les marges des entreprises. Donc c'est pas une récession, mais c'est une croissance plus faible. Je pense clairement qu'Apple, on va se manger un profit warning sur la prochaine publication. Donc, voilà, forcément, les prix anticipent, et c'est la base. Donc, je pense qu'il est très dangereux encore de se positionner sur des valeurs qui n'ont même pas encore commencé à consolider. Je veux dire, Apple, on n'est même pas encore entré en conso. Par contre, le jour où ça va arriver, ça va être moins chouette. Donc, on fait attention. Je pense toujours que les risques du Nasdaq sont des risques de cassure baissière de ce canal ici, que vous avez, qu'on voit, le contexte va se recaler. Ici, j'avoue, je ne comprends pas trop pourquoi le contexte ne s'est pas déjà recalé un peu plus que ça. Mais bon, bref, voilà, le canal, si on le trace à la main, il est là. On est donc sur le bas de canal, et je vous rappelle, normalement, dans un range vendeur, on va clôturer sous ce dernier. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que cette première zone de support, que j'ai simplement tracée sous les zones de support chartiste existants,
les seuls endroits où on a fini des cycles vendeurs, hein, voilà. Ça me paraît encore une fois assez probable qu'on arrive à glisser un petit peu là-dessous. Donc je pense pas qu'on soit tout de suite sorti d'affaire sur le Nasdaq, mais je pense qu'on risque d'avoir un rebond technique quand même. Mais à mon avis, on passera pas à la médiane. Voilà, donc peut-être un rebond à la médiane avant de remettre une petite quenelle, ou alors tout simplement on se laisse glisser ici, on accélère un peu et voilà. Pour ma part, de toute façon, c'est le contexte daily qui régit la spéculation sur le Nasdaq, donc ce sont les clôtures mensuelles qui sont importantes. Est-ce qu'on va clôturer le mensuel sous ce contexte, ce qui me semble personnellement assez probable, et je pense que dans ce cas-là, ce sont les excès sous le contexte le mois prochain qui m'intéresseront. Donc je pense que le Nasdaq, on n'en a pas fini encore, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que par contre, ce sera très difficile d'essayer d'en profiter. Donc si vous essayez de vendre le Nasdaq, attention, parce qu'il y a quand même, tout comme on avait parlé à un moment du S&P 495, si vous regardez le Nasdaq 95, en soi c'est pareil. Si vous retirez les 5 grosses valeurs qui commencent à peine à pisser le sang et qui ont encore beaucoup à lâcher, le reste est déjà complètement massacré, survendu et n'aura aucun mal à rebondir de façon technique. Donc attention, on va avoir des pressions divergentes à l'intérieur même des indices, ce qui va à mon avis les rendre très difficiles à naviguer. Donc je regarde encore une fois ces indices parce que les gens les regardent, mais je pense toujours qu'il y a des probabilités de poursuite baissière, mais dont la valeur sera concentrée dans quelques gros mastodontes. On pourrait le faire sur le S&P 500, mais encore une fois c'est la même chose. La thématique du moment, et ça il faut qu'on en parle, ça reste ici, c'est au niveau des taux. C'est-à-dire que les taux ici entrent en phase de squeeze sur cette gestion daily, pareil. Donc ici, le principal problème qu'on a, c'est que le squeeze nous traduit le fait qu'il n'y a pas assez de volatilité. Donc je vous l'ai toujours dit, le principal problème qu'on a au niveau des taux, c'est qu'on sait que les taux vont remonter. Mais on ne sait pas exactement encore sur quel niveau, et c'est là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on va pouvoir avoir le positionnement anticipé du marché obligataire. Je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo là-dessus, la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, Monsieur Powell nous a dit les marchés des taux anticipent correctement notre vision, quoi, entre guillemets. Et on était sur les 3%. Donc là, en gros, ce que la Fed a envoyé comme message, c'est on compte remonter les taux à peu près vers 3%. Par contre, je vous rappelle que tant que les taux ici sont les taux tradés sur le marché sont supérieurs aux Fed Funds, d'accord, normalement tout va bien. Donc ce qu'on avait vu et ce que je vous avais tracé ici, c'est qu'effectivement j'anticipe que les Fed Funds vont tirer à peu près jusqu'à 3%, et après on aura un ajustement au compte-gouttes, plus lent, avec des hausses de taux probablement que de 0,25 points de base, un peu saupoudré à droite à gauche. L'essentiel, d'accord, pour différencier la probabilité d'un scénario donc de stagflation, c'est ça, exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une anticipation haussière des taux qui anticipe l'action réelle de la Fed, d'accord, et de comprendre que tant qu'on reste au-dessus de la Fed, tout ira bien. C'est si on a un croisement baissier, c'est-à-dire si d'un coup les taux commencent à chuter et basculent sous le niveau réel des Fed Funds, donc là je vous rappelle pour l'instant ça ne risque pas d'arriver, les Fed Funds ils sont au trou du cul du monde. Donc quand les Fed Funds vont commencer à remonter, parce que là on est dans le bracket entre 1 et 0,75%, donc les Fed Funds sont là, ça c'est les taux réels de marché. Donc vous voyez qu'on est très loin. Donc on va avoir le mois prochain 0,50 points de base de plus, probablement, donc on va passer entre 1,50 et 1,25. Okay, donc il faut que vous compreniez que les Fed Funds vont monter relativement vite, donc il faut que la courbe des taux réels continue de progresser. Particulièrement, on regardera les taux à 10 ans. Là où on aurait un problème, c'est-à-dire là où je devrais changer mon fusil d'épaule, c'est si justement on a, au lieu de travailler comme ça, c'est-à-dire que dans le manque de volatilité, on continue comme ça d'aller chasser tout doucement, un peu comme on l'avait vu façon pétrole et tout ça, c'est-à-dire l'inertie haussière continue de pousser. Mais ça, c'est positif. Je vous rappelle encore une fois, la hausse des taux, c'est tout sauf négatif. Ce qu'il ne nous faudrait surtout pas, c'est justement une rupture de ces taux qui croiserait à la baisse les Fed Funds. Parce que ça, ce serait le prix, enfin, ce serait le signal que le marché obligataire anticipe la récession cette fois. Et qu'elle est à très très proche. Hein. Voilà, si on a un croisement à la baisse de ces trucs-là, c'est que la récession arrive dans les 2 trimestres qui suivent. Enfin, 1 à 2 trimestres qui suivent. Donc là, ce serait le signal très 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 mauvais de l'entrée en bear market. Et là, il y aurait vraiment des larmes au bord du marché. Je ne price pas ça parce que pour l'instant, ce n'est pas ce que je vois. Et effectivement, tous les signaux techniques m'invitent à penser que ce qu'on a réalisé ici, c'est effectivement un départ anticipé, que la Fed allait devoir resserrer la vis assez vite et qu'il faut donc l'anticiper beaucoup plus vite. Ce que price les taux, à mon avis, ou ce que cherche à pricer les taux en anticipation, bien sûr, c'est le différentiel qu'il va y avoir entre la croissance. Donc on le voit, on a des révisions de la croissance en baisse partout. Il y en a certains donc, qui annoncent la récession, le machin, le bidule. Bon, je rappelle, une récession, c'est pas juste un trimestre à la baisse, hein, il en faut plusieurs. Donc je ne pense pas qu'on aura de récession, puisqu'on va avoir, comme d'hab, des cycles plus ou moins dangereux. Donc là, maintenant, le problème, c'est que les gens projettent les rythmes.
soit de croissance, soit de ralentissement. Et là, comme on a des rythmes de ralentissement inquiétants, tout le monde se dit « Oh mon Dieu, le trimestre prochain, c'est la catastrophe, c'est la récession ». Eh ben non, le trimestre prochain, on va probablement avoir de nouveau des rythmes de croissance, puis après ça se dégrade, puis voilà. Et le problème, c'est que dans l'ensemble, ça reste une croissance économique légère, mais positive. Donc, si on price une croissance économique aux États-Unis, ce qui semble être le consensus aujourd'hui, on va dire le plus pessimiste, c'est 1,5, le plus optimiste, c'est 2, 2,5. Donc, on va dire 2. Si on price 2% de croissance, d'accord, avec une croissance, donc on l'a dit, très merdique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des composants de cette croissance, vous avez clairement des entreprises qui sont complètement en train de chuter complet, de licencier, etc. Et à côté de ça, vous avez des entreprises très innovantes qui réalisent de gros profits. Et l'un dans l'autre, ça fait une croissance très molle et très fractionnée. C'est ça la stagflation. Et de l'autre côté, vous avez effectivement les processus inflationnistes de fond qui sont relativement élevés. Mais on a eu probablement un premier pic d'inflation qui va se calmer normalement après quand même. Et voilà ce que cherche à pricer, à mon avis, le marché des taux. C'est-à-dire le différentiel qu'il va y avoir entre les swaps d'inflation à 6 mois, puisque c'est souvent ça qu'on va essayer de pricer, c'est-à-dire quelle est l'inflation estimée dans 6 mois. Okay, c'est-à-dire il y a 6 mois d'anticipation par rapport au chiffre de l'inflation. Donc là, aujourd'hui, les swaps d'inflation à 6 mois, ils ne sont pas en train de pricer la hausse de l'inflation. Ils sont en train justement de pricer le ralentissement du rythme inflationniste tout en restant inflationniste. Donc, si aujourd'hui, vous avez un taux américain à 10 ans qui est à peu près à 3% et qu'on part sur un consensus très incertain, mais quand même un consensus autour de 2%, d'accord, et ben, combien de taux on doit avoir sur le... quelle est l'inflation à 6 mois anticipée? Eh ben, le principe, c'est de comprendre que c'est normalement la différence entre les deux. Donc 2% plus 3%, ça veut dire qu'on pense que les swaps d'inflation à 6 mois doivent être pricés autour de 5%. Et c'est exactement ce qu'on voit. Donc ce qui est assez rigolo, c'est qu'il faut comprendre que ce qu'on voit à travers le taux à 10 ans, c'est exactement le fait que les traders obligataires sont en train de rechercher les niveaux de valeur relative des bons du trésor dans un environnement stagflationniste, avec de la croissance morcelée, mais de la croissance économique. Et de l'inflation, une inflation plus élevée que la croissance économique. Et le différentiel entre ces taux sera exactement ce que recherchent aujourd'hui les taux à 10 ans. Donc, clairement, plus ça monte, d'accord, plus ça traduit soit le fait qu'on anticipe des swaps d'inflation avec un taux plus élevé, soit c'est qu'on remonte la croissance. Et ça, si vous le comprenez, ça veut dire une seule chose, ça veut dire que tant que les taux montent, c'est plutôt pas trop mauvais signe. Parce qu'on price le pire du pire de l'inflation, mais au pire, on peut être que positivement surpris. Mais c'est surtout que la remontée des taux au-delà des 3,5, etc., traduira surtout le fait qu'on attend une croissance peut-être plus élevée. D'accord ? Donc, attention encore une fois à ce truc-là. Les ralentissements liés à la croissance ne sont peut-être pas si mauvais que ça. Ils peuvent traduire effectivement du fait que soit on pense que l'inflation sera vraiment hors de contrôle, soit effectivement on va pricer le fait que les deux progressent plus vite. Et dans ce cas-là, ça veut aussi dire qu'on peut espérer peut-être une croissance légèrement supérieure aux 2%. Bon, moi perso, je pense qu'on va rester à 2%. Donc, comme je vous l'ai dit, l'inflation, comme je la vois entre 5 et 7%, le principe c'est de dire, enfin entre 4 et 6%, des taux entre 3 et 4% sont tout à fait légitimes. D'accord ? C'est vraiment sous cette forme-là qu'il faut le voir. Voilà, moi je dirais que l'inflation devrait se stabiliser entre 4 et 6%, durablement pendant plusieurs trimestres, et que la croissance va probablement osciller autour des 2%, ce qui nous donne, comme on l'a dit, un différentiel de taux à peu près de 4%. Et je pense que c'est là-bas que vont tendre nos fameux taux. Et tant qu'ils restent au-dessus des Fed Funds, il n'y a pas de récession, à mon avis, qui nous pend au nez. Voilà le schéma que moi je suis. Donc pour les indices boursiers, c'est pas la joie. Et franchement, il n'y a aucune raison que ce soit la joie. Il y a encore énormément de destruction de valeur à faire sur des valeurs comme Apple, qui ont pris une quenelle hier. Et franchement, mais rien n'indique que ça va s'arrêter. Enfin, je vous l'ai dit, c'est regardez encore une fois les valeurs. D'accord ? Là, on est à peine sur le niveau des résultats de l'année N-1. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est le truc, c'est-à-dire si on continue de pricer le fait que Apple va continuer de racheter ses actions, qu'il continue de faire des bénéfices au niveau de ce qu'on faisait il y a un an. Je vous dis, on va probablement se manger un profit warning. Parce que là, s'il y a bien un truc sur lesquels les gens vont couper les dépenses, c'est les délires sur l'App Store, etc. Tout ça, c'est les premiers trucs que les gens vont supprimer. Hein. Les dépenses qui servent à rien. Aller s'acheter un faux phone à plus de 1000 boules, ça m'étonnerait que demain, le chaland américain fasse ce genre de conneries quand il va devoir couper les dépenses du portefeuille. Donc, le principe, c'est de dire, eux, ils vont probablement se faire démonter. Ça sent le profit warning, et forcément, que fait le marché ? Il va anticiper. Donc, comme en plus, on a une bulle spéculative, et que les volumes reviennent, j'ai dit, bulle spéculative, quand les volumes reviennent, c'est jamais bon signe. Ça, je vous avais averti à l'époque pour vous dire, attention, le volume revient, ça sent le sommet sur Apple. Bon, maintenant que le volume revient et que les prix baissent,
c'est le moment où on va repasser sur les risques primaires, l'alpha, c'est-à-dire où est la fucking valeur. Et je vous l'ai dit, pour moi, la valeur d'Apple, ça va être difficile à trouver puisque tout le monde va se mettre à vendre en même temps, dans le même scénario de « Ah mon Dieu, Apple n'arrivera plus à réaliser des profits, etc. » Donc ça sent le crack spéculatif. Attention, le crack spéculatif, c'est pas un truc qui se passe en ligne droite et on va à $0. Hein. C'est une valeur comme ça qui est montée pendant 20 ans, ça mettra 10 ans à se dégonfler si ça se dégonfle. Donc le problème d'Apple, c'est qu'ici, on risque d'avoir des phases de baisse épidermiques, d'accord, qui se concentrent, pour ma part, entre maintenant et la publication des résultats début août. Donc le principal problème, c'est que dans cet environnement-là, ça peut continuer de glisser tout l'été sur Apple, puisque personnellement, je pense qu'on fera le point bas autour de cette publication de résultats. C'est-à-dire, à mon avis, comme on l'avait vu à l'époque, en 2000, je ne sais plus combien, ici, c'est le moment où justement on annonce le profit warning, et boum, c'est le bottom, et ça rebondit. C'est plus, j'ai l'impression qu'on va anticiper la mauvaise nouvelle, et quand elle va être annoncée, hop, on aura le fameux rebond technique. C'est-à-dire, quand on aura le profit warning, on sera déjà à moins 40, moins 50, maxi, et puis voilà. Mais c'est ça qu'on recherche sur ce type de valeur. Je rappelle, un crack spéculatif, c'est minimum de l'ordre du moins 40 à moins 50. Hein. C'est le stricto minimum qu'il faut pour marquer le coup. Donc, oui, voilà, moi je vise par là sur les zones sur Apple. Voilà. Bon, après, comme je vous dis, ça, c'est de comprendre que ça va fausser vos rendements indiciels, étant donné le poids que pèsent ces mastodontes. Est-ce qu'il y en aura d'autres que Apple ? Je pense éventuellement que oui, mais pas plus que ça non plus. Une qui me fait vraiment peur, c'est Tesla. Parce que comme je vous l'ai dit, Tesla, on a vraiment terminé un cycle de tendance ici. Hein, on a eu le pullback, l'excès final. Donc, on va ranger entre au moins le pullback, donc 550, et l'excès final. Mais c'est de dire, ça, c'est si on a correctement valorisé l'action. Bon, je pense encore une fois qu'on est peut-être allé un peu fort sur Teslouille. Il y a bien une tendance, oui, hein, donc j'aurais aucun mal à dire qu'on a quitté cette zone de valeur. Mais là, quand même, peut-être qu'on y est allé un peu fort. Donc, attention, là aussi, c'est de dire, après des excès haussiers, on peut avoir des excès baissiers. Donc, plus de dire, je pense qu'il faut faire attention sur Tesla. Il y a peut-être là aussi de la douleur à venir. Donc, mais attention, Tesla est une entreprise qui produira de la croissance. Donc, perso, je la mettrai en portefeuille. Mais voilà, ce qui m'inquiète comme toujours, c'est que quand ça monte et qu'il n'y a plus de volume, c'est là où je me dis, aïe, 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 il va falloir mettre du volume, d'accord ? C'est pas une bulle, Tesla, pas du tout, ça n'a pas la structure d'une bulle. Mais par contre, le problème, c'est de comprendre qu'ici, il va falloir mettre du volume pendant probablement des années. Donc, il est possible que les résultats de Tesla, produisant de la croissance économique, ne se traduiront pas nécessairement par des hausses de prix, parce que je pense que la hausse des prix, elle est déjà dans les cours. Voilà. Donc, pour vous faire le tour d'horizon de ce que je pense de la séance d'hier, hein, donc j'ai l'impression que les gros noms qui n'ont pas trop subi la baisse vont s'en prendre une, mais pour autant, ils continueront de faire des bénéfices. Hein. Attention, hein, tout comme je parle d'Apple en profit warning, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire des profits. Apple n'est pas prêt de faire des pertes. Hein. Voilà. Mais comprendre un peu ce genre de truc. Voilà. C'est juste que, effectivement, les rythmes de croissance sont intenables sur ces valeurs-là. Et quand on est monté comme ça et que le rythme de croissance se ralentit, effectivement, ça fait un peu mal. Voilà un peu le deal. Il n'y a rien pour se cacher. Encore une fois, je vous l'ai dit, le positionnement d'un portefeuille stagflationniste, c'est d'essayer d'acheter pas trop cher, mais de pas céder trop vite non plus. Hein. C'est impossible de trouver les bottoms dans ces trucs-là, puisque, je vous dis, voilà. Mais essayez de vous positionner dans des secteurs qui ont une forte probabilité à produire de la croissance. C'est là que les capitaux viendront se réinvestir normalement d'ici peu, puisque donc on va probablement terminer un premier cycle correctif. Et je vous le rappelle, la stratégie nous dit que ceci est une vague 1 étendue et que donc il y a encore des bénéfices à faire, hein, et que l'argent va probablement donc se concentrer dans les quelques secteurs qui arrivent encore à produire cette fameuse croissance qui sera un peu, on va dire, la carotte, hein, c'est la carotte de l'investisseur. Ça va être de dire, tous ceux qui vont parier sur les secteurs défensifs, il faut, à mon avis, avoir une part défensive dans son portefeuille pour gérer le risque de la récession, parce qu'encore une fois, personne ne connaît l'avenir. Si vous pensez que la stagflation, ça y est, c'est tout gagné, c'est forcément ça, parce que ça a l'air d'être le plus logique. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez tort ? Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même une partie défensive de portefeuille, mais pour l'instant, tout effectivement tente à indiquer ça. Quand on voit donc les résultats des Walmart qui sont démontés, c'est que même les valeurs défensives ne sont pas recherchées, et ça, c'est probablement, donc, comme je vous dis, en même temps que l'obligataire price exactement le différentiel de taux entre les provisions de croissance et les swaps d'inflation, ça me laisse à penser que clairement eux-mêmes se positionnent sur un environnement stagflationniste à venir. Ce qui n'est donc pas du tout le même positionnement à faire qu'un environnement récessionnaire. On ne cherche pas nécessairement les valeurs refuges, on cherche au contraire à se positionner
avec une vision de court terme sur les actions qui proposent de la croissance. La croissance rare et morcelée qui sera quand même là dans l'économie. Autrement dit, les gens vont se bourrer dans les seules entreprises qui vont proposer des rendements, et puis évidemment derrière, les profits seront déclenchés rapidement, on retrouvera des phases un peu dépressives, etc. Et on devrait avoir ce schéma-là 2 fois, à peu près, si vous avez compris le truc. Et ici viendra le grand moment de réflexion. Est-ce qu'on se mange le crack du siècle, l'explosion des bulles, etc. Ou justement, est-ce que la fin de cette tendance nous force à installer la valeur? Dans ce cas-là, on pourra éventuellement revenir traiter sous les 4000. Ça fera quand même une grosse chute. Imaginons qu'on se fait un S&P 6000, 4000, ça fait de nouveau du 35%. Donc attention, je pense encore une fois qu'on n'a pas fini avec les contractions de marché. Mais voilà, restons prudents. Puisque donc, pour ma part, je ne pense pas nécessairement que nous courrons à la catastrophe. Restons donc réalistes. Ce que nous voyons par contre pour l'instant, c'est plutôt effectivement un marché très tendux. Le deuxième à suivre en même temps que le 10 ans, c'est le WTI. Pour l'instant, moi, c'est celui que je suis parce que si le WTI s'excite, je ne sais pas ce qu'ils foutent là sur le CFD, mais si le WTI s'excite un peu trop, d'accord, alors je ne pense pas évidemment qu'on validera la troisième bande vendeuse, mais si tel était le cas, attention, si le WTI commence à casser les supports, ça pour moi c'est un signe récessionnaire. Donc voilà les choses que je regarde. Pour l'invalidation de mon scénario stagflationniste, le premier truc serait effectivement donc une rechute brutale des taux à 10 ans. On se remet à casser des supports alors qu'on manquait de volatilité, ce qui normalement traduit plutôt le fait d'un léger arrachage haussier. Méthode WTI, c'est de dire on ne va pas travailler les prix, on va avancer puisqu'il faut avancer plus vite que la Fed. Ça, donc je vous dis, c'est plutôt le fait qu'on va pricer les différentiels de taux, on va pricer les différentiels entre inflation et rendement, et croissance. Et on continuera de rechercher ça, et on essaiera toujours d'être en avance sur la Fed. Si on croisait les Fed Funds à la baisse avec le taux à 10 ans, et qu'en même temps le WTI soit sorti par le bas de cette zone de range, là je serais un petit peu plus inquiété. Voilà. Donc pour l'instant c'est plus de dire, le schéma récessionnaire ce serait un croisement à la baisse des taux à 10 ans, enfin une très forte contraction des taux à 10 ans, de même qu'un WTI qui chute. Si on a ça, c'est clairement que là les traders price un ralentissement global de l'économie, une récession. Et là pas juste un ralentissement sous fond de forte inflation, qui est donc la stagflation, qui me semble pour l'instant le schéma privilégié par les opérateurs smart money. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.